Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de Jean-Laurent raconte. Et Jean-Laurent, c'est moi. Et nous allons aujourd'hui, dans une première partie, puisque je ferai plusieurs parties, sur le même sujet, et nous allons traiter de la franc-maçonnerie américaine. Alors vous allez trouver que je suis déguisé ou que j'en fais un peu trop. Eh bien non, parce que quand vous êtes américain, et que vous vous baladez dans les rues, que vous faites votre course, que vous faites du sport, que vous allez voir des amis, ben, si vous êtes franc-maçon, vous pouvez porter votre t-shirt, votre casquette, tout ça bien sûr que j'ai acheté là-bas, parce que vous êtes fier d'être franc-maçon et que vous portiez une casquette université, machin, équipe de baseball, équipe de football, ou pareil, Lions Club, etc. Eh ben c'est pareil. Et donc quand on est maçon, bon, on s'en cache pas plus que ça en tous les cas. Bah, on peut le mettre. Et c'est marrant parce que quand on fait des visioconférences avec des frères américains, eh ben, ils ont leur casquette ou leur t-shirt. Voilà, donc j'ai fait un peu exprès, peut-être un peu de provoque en m'habillant comme un franc-maçon américain. Mais en tous les cas, voilà, ils sont fiers de ce qu'ils sont, ils n'ont pas honte d'être francs-maçons. C'est à méditer aussi chez nous. Alors, la franc-maçonnerie américaine. Je crois qu'il faut quand même partir aussi du commencement, pas du commencement de la franc-maçonnerie, mais peut-être du commencement de l'histoire américaine. Alors, on va pas revenir tout au début, mais on va partir du 16 septembre 1620, donc au début du XVIIe siècle, quand sur un bateau qu'on appelait le Mayflower, alors ce qu'on appelait après des puritains, disons des protestants, des séparatistes de l'Église d'Angleterre, puisqu'il y avait eu la réforme de Jean Calvin, il y avait eu la création sous Henri VIII de l'Église d'Angleterre, et cette Église d'Angleterre, au gré des circonstances, se rapprochait de l'Église catholique, se rapprochait des protestants, parce qu'elle-même, ils ont une structure théologique protestante avec un apparat et un clergé qui ressemblent au clergé catholique, avec des évêques, etc. Donc c'était à cette période où l'Église anglicane se rapprochait de l'Église catholique et où elle durcissait ses positions vis-à-vis d'un certain nombre de protestants qu'elle qualifiait un peu de déviants. Hein. N'oublions pas que l'Église catholique, elle, avait inventé le mot et le concept de secte, la secte étant tout ce qui n'était pas dans l'orthodoxie de l'Église catholique, donc tous les mouvements chrétiens non orthodoxes ou orthodoxes étaient qualifiés par l'Église catholique de secte, et c'est resté jusqu'à maintenant. Parce qu'on parle de mouvements sectaires, et les protestants et les anglo-saxons parlent de nouveaux mouvements religieux, parce que sur le fond, ils ne se prononcent pas. Donc en septembre 1620, ces protestants d'un type un peu spécial, en tous les cas en rupture de banc avec l'Église d'Angleterre, s'en vont vers les États-Unis. Et donc en septembre, hein, et en novembre, le 21 novembre, quelques jours avant de débarquer, ils vont débarquer le 26 novembre 1620, l'ensemble des passagers, hein, ils sont environ une centaine, signent un pacte qui a été écrit, qui a été fait à l'instigation de 35 d'entre eux, hein, des protestants anglais très pieux qui ont fui les persécutions du roi Jacques Ier d'Angleterre, et que les Américains vont ensuite appeler les Pilgrim Fathers, pardon, les pères pèlerins. Et ce pacte est connu sous le nom de Mayflower Compact, le pacte du Mayflower, et qui édicte les règles de vie en commun et les principes qui feront de leur futur établissement en terre inconnue une démocratie. Alors c'est vrai que ça jette les bases ce pacte d'une démocratie locale, et en tous les cas, il demeure jusqu'à aujourd'hui une des sources de la pratique démocratique américaine. Un mois plus tard, au mois de décembre, pardon, le 21 décembre, ils fondent la ville de Plymouth, qu'ils appellent New Plymouth, quand ils débarquent. Et ils vont inventer le concept de séparation stricte entre les églises et l'État, ou l'embryon d'État, ce qui deviendra après l'État, puis la Fédération des États, les États-Unis, mais un peu à l'inverse de la française. Il y a une séparation extrêmement stricte, parce que pour eux qui avaient fui les persécutions de l'Église d'Angleterre, et on sait que l'Église d'Angleterre, c'est le roi d'Angleterre, voilà, donc il y a une forte porosité entre le politique et le religieux en Angleterre, puisque le roi d'Angleterre est le chef de l'Église d'Angleterre, l'Église anglicane,
appelle ça comme ça. Et bien donc, comme ils ont fui ça, ils veulent qu'à aucun moment, l'État ne puisse se mêler de quelque façon que ce soit des affaires de religion, de croyance ou de ce que les citoyens ont à faire ou pas. C'est aux citoyens de décider pour eux-mêmes ce qu'ils croient, ce qu'ils veulent faire. Et c'est la base d'ailleurs de ce qui deviendra un siècle et demi plus tard le premier amendement de la Constitution américaine, l'amendement du 15 décembre 1791, ce qui est toute une série d'amendements à la Constitution faite en 1791. Et qu'est-ce qu'il dit, ce premier amendement? Donc le Congrès des États-Unis, puisque c'est les États qui vont s'unir, le Congrès n'adoptera aucune loi relative et amendement à l'établissement d'une religion ou à l'interdiction de son libre exercice. L'État, il n'a pas à se mêler de la religion. Ou pour limiter la liberté d'expression, aux États-Unis on peut dire ce qu'on veut, de la presse ou le droit des citoyens de se réunir pacifiquement ou d'adresser au gouvernement des pétitions pour obtenir la réparation des torts subis. Voilà, je crois que c'est clair, il faut bien comprendre pour avoir ça dans la tête dès le départ que pour les Américains, l'État, que ce soit l'État, le Texas par exemple, ou l'État fédéral, n'a pas le droit de s'immiscer dans la conscience, dans ce que pensent les gens et dans la façon dont ils établissent leur vie, leur religion, etc. Ils peuvent avoir la religion qu'ils veulent, ils s'habillent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent dans l'espace public, dans l'espace privé, etc. L'État n'a aucun droit, et c'est même interdit par ce premier amendement, de se mêler de ça. Donc par exemple, les lois sur le voile, ce qu'on a le droit de porter à l'école, pas à l'école, dedans, dehors, etc., c'est incompréhensible pour un Américain. Lui, c'est la liberté de chaque citoyen de croire ce qu'il veut, de l'exprimer comme il le veut, et l'État n'a absolument pas le droit de s'en mêler, et ça date de 1620 et des Pilgrim Fathers qui ont créé la première colonie américaine. Alors la franc-maçonnerie, en tant que telle, elle va commencer le 30 juillet 1733, quand il y a la nomination d'un premier grand maître provincial d'Amérique, c'est-à-dire que c'est l'Angleterre qui désigne un grand maître provincial sur ces territoires d'Amérique, et il s'appelle Henry Price, et il est nommé par le comte de Montaigu. La première loge, Saint John, on dit ça comme ça, se réunit à la taverne La Grappe de Raisin. La Grande Loge d'Écosse crée, elle, en 1752 à Boston, la loge Saint-Andrew, d'où découlera la Grande Loge du Massachusetts. Donc la Grande Loge de Saint John restera dans le giron de la Grande Loge des Modernes. La Grande Loge des Modernes, Jean-Théophile des Réguliers, 1717-1720 à peu près. Et la Grande Loge Saint-Andrew ira rejoindre la Grande Loge des Anciens, quand elle se créera en 1750. Et les membres de la Loge Saint-Andrew, on le verra, seront du côté des insurgents. Il faut savoir tout de suite, je vous le dis maintenant, mais que après la guerre d'indépendance, vers 1800, la quasi-totalité, 80 à 90% des frères et des loges et des grandes loges seront issus des anciens, de la Grande Loge des Anciens. Ils auront d'ailleurs un rite tiré des Anciens, directement inspiré de Three Distinct Knox, qui est la révélation, la divulgation de la Grande Loge des Anciens, et qui s'appelle le rite d'York. Voilà, le rite américain, au rite d'York, découle du rite des Anciens, puisque les modernes, j'allais dire, repartiront avec les Anglais, et les colons et les anciens, les maçons anciens resteront avec les insurgents et les Américains. Voilà, pour essayer de comprendre un peu. Alors même les Indiens, même certains Indiens ont été francs-maçons, à l'exemple de Joseph Brant, que vous connaissez si vous avez lu Fort Wheeling d'Hugo Pratt. Hugo Pratt, il a fait toute la série des Corto Maltese, il a fait 2-3 volumes de BD, un superbe BD qui s'appelle Fort Wheeling, qui raconte l'histoire de Joseph Brant, qui a fait la guerre à la fois au Canada et contre les Français avec les Anglais, il était dans l'armée anglaise. C'est un Mohawk, c'est-à-dire un Iroquois. Il a été reçu en 1776 au sein de la Falcon Lodge, ou, disent d'autres, de la Hiram Cliftonian Lodge, il y a un débat. En tout état de cause, il va en Angleterre, où il rencontre même le roi George III qui lui offre son tablier de maître maçon à Joseph Brant. Et quand il revient au Canada, puisque après la guerre d'indépendance, comme il était du côté des Anglais,
il va aller en exil au Canada avec les Anglais, puisque le Canada appartient à la couronne d'Angleterre. Il va fonder la loge numéro 11 du village Mohawk et il s'affilie également à la Barton Lodge numéro 10 à Hamilton, dans l'Ontario. Alors, venons-en tout de suite à la guerre d'indépendance, on va dire, et plutôt aux prémices même de la guerre d'indépendance, puisque 2 ans avant la première bataille, qui est celle de Lexington et Concorde, il y a un événement qui va être un peu le déclencheur de ce qui va se passer tout à la suite. C'est ce qu'on appelle la Boston Tea Party. Alors, ne pas confondre avec le Tea Party, qui est le rassemblement là, de ces mecs de droite et d'extrême droite américains. Là, c'est un événement historique qui s'appelle la Boston Tea Party. Et qu'est-ce que c'est? Eh ben, ce sont des Américains qui sont révoltés par l'augmentation des taxes sur les produits de première nécessité et pour les Anglais, et donc les Anglo-Américains dans les colonies, le thé est un produit de première nécessité. Et donc, pour protester contre les taxes sur le thé, eh ben, ils vont arraisonner un bateau et ils vont jeter par-dessus bord toute la cargaison de thé. Et donc, déguisés en indiens Mohawk, comme Joseph Brandt, déguisés en Mohawk, ils vont jeter par-dessus bord toute la cargaison de thé pour protester contre les taxes que les Anglais imposaient aux nouvelles colonies. Voilà, alors, ce qu'il y a, c'est que alors ça se passe, parce que je ne l'ai pas encore dit, la Boston Tea Party, le 16 décembre 1773, hein, ils sont 60 à monter dans le bateau et à tout jeter par terre, et, enfin dans l'eau plutôt, et ce coup de main, cette opération a été menée par une association qui s'appelle les Fils de la Liberté, Sons of Liberty, qui est comment dire, dirigé par quelqu'un qui s'appelle Joseph Warren. Joseph Warren est le chef des Fils de la Liberté. Et ces Fils de la Liberté se réunissent dans une taverne qui s'appelle la taverne du Dragon Vert. Or, hasard, diriez-vous, les patriotes un peu middle class de Boston se sont retrouvés, quand ils sont francs-maçons, au sein de la loge dont nous venons de parler, qui est la loge des anciens, qui est la loge St. Andrews. Et devinez où se réunit la loge St. Andrews? Eh bien, elle se réunit dans la taverne du Dragon Vert. Voilà, où se réunissent aussi les frères de la liberté. Et pour couronner le tout, évidemment, devinez qui est le vénérable maître de la loge St. Andrew. Ah, comme par hasard, c'est Joseph Warren qui est en même temps le chef de cette association, cette association à demi secrète, qui était les Fils de la Liberté. Et il se trouve, on dit les spécialistes, qu'il y avait pour ce 16 décembre 1773 une convocation dûment rédigée pour la loge St. Andrews qui devait se réunir dans la loge du Dragon, dans la taverne du Dragon Vert ce jour-là. Et évidemment, il n'y a pas eu de tenue de loge, puisque les frères se sont déguisés en Mohawk, parce que vous avez bien compris ce que je voulais vous dire, c'est que évidemment les Fils de la Liberté, dans leur très grande majorité, étaient également les membres de cette loge St. Andrew qui se réunissait à la taverne du Dragon Vert, les deux étant présidés par Joseph Warren. Et il y avait un autre membre éminent de cette loge, il s'appelle Paul Revere, et ça sera le héros de la première bataille de la guerre d'indépendance, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Lexington et Concorde, du 19 avril 1775, qui sera le vrai coup d'envoi de la bataille militaire, j'allais dire, là, de la guerre d'indépendance. Et Paul Revere, dont un poème épique raconte la chevauchée pour ramener à Boston la nouvelle de la victoire de Lexington et Concorde, était bien entendu membre de la loge Saint-Andrew, et Paul Revere était aussi un des organisateurs de la Boston Tea Party. Et Joseph Warren, lui, mourra dans une bataille célèbre, qui est la bataille de Bunker Hill en 1775, et on en parlera quand on verra quelque chose sur Lafayette un peu plus tard. Alors, c'est quoi la guerre d'indépendance des États-Unis? Ça dure du 19 avril 1775 au 11 avril 1783, officiellement, alors un peu, parce que c'est
le traité de Paris, hein. Mais disons que ça s'arrête en 1781 avec la victoire de Yorktown. Alors, il y a les forces en présence, c'est quoi? D'un côté, les insurgents avec 20 000 hommes, hein, l'armée continentale fait 20 000 hommes, les miliciens et volontaires 23 000 hommes, l'armée française, hein, pensez à Rochambeau, pensez à la Rouerie, tout ça, tous francs-maçons. L'armée française, c'est 35 000 hommes, c'est presque la totalité de l'armée continentale et des miliciens et des volontaires américains. L'armée espagnole, 8 000 hommes et 1000 Canadiens qui viennent défendre voilà, les jeunes Américains. De l'autre côté, les loyalistes anglais, l'armée britannique de 50 000 soldats, donc 50 000 hommes, plus 30 000 Allemands, plus 5 000 Amérindiens, des guerriers indiens qui vont se battre aux côtés des Anglais comme Joseph Blount, et 3 000 Canadiens. Alors je vous le dis, Lexington et Concorde en avril 75, dans la foulée, George Washington est déclaré général en chef. Ils prennent Boston le 17 mars 1776. Il y a la première grande victoire, enfin une victoire, parce que les débuts ont été très compliqués pour cette guerre d'indépendance. Enfin une victoire, Saratoga, entre le 19 septembre et le 7 octobre 1777. Et enfin, le traité, pas enfin, le traité d'amitié avec la France, le 6 février 1778, qui va permettre à des contingents français de venir encore plus nombreux soutenir les Américains. Et puis, je vous l'ai dit, la victoire de Yorktown, le 19 octobre 1781, la défaite des Anglais, et 11 000 volontaires français commandés par Rochambeau, hein, je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, et 6 000 volontaires américains commandés par Washington. Lafayette, il y a un nom un peu symbolique quand même. Lafayette ne combat pas dans les rangs de l'armée française. Lafayette combat sur les contingents américains sous les ordres de George Washington. Il est général d'une division, et cette division s'appelle The Light Division, la division de la lumière. Voilà, ça ne s'invente pas. Et donc, vous avez 3 textes fondamentaux hein, pour les États-Unis. La déclaration d'indépendance de 1776, la signature du traité de Paris, c'est-à-dire le traité de paix en 1783, et enfin la Constitution de 1787, qui sera amendée, comme nous l'avons vu, en 1791 par toute une série d'amendements, dont le premier sur la liberté de religion. Voilà les 3 grands textes fondamentaux. Comment ne pas parler du personnage principal? Et je vais essayer de faire tout ça brièvement, hein, vous m'en excusez, c'est vraiment à grands traits, même sur cette première partie. Évidemment, la figure majeure, c'est George Washington, hein, George Washington, il est né en 1732, il meurt en 1799. C'est le chef d'état-major de l'armée continentale pendant la guerre d'indépendance. C'est un fils de riches planteurs, hein, il se fait connaître d'ailleurs en commandant lors de la guerre entre l'Angleterre et la France. Il sert évidemment l'Angleterre, puisqu'il fait partie des colonies anglaises. Il sera d'ailleurs un général redouté, assez féroce. Contre les Français. Il est un riche planteur hein, dans sa propriété de Mount Vernon, dont je vous recommande la visite. Alors, c'est pas le château de Versailles, hein, mais c'est bien, enfin, c'est très, très chouette, Mount Vernon. Et en plus, dedans, vous avez normalement la clé de la Bastille que lui a offert Lafayette. Donc vous avez la vraie clé de la Bastille offerte par Lafayette à Washington après. Il est donc le général en chef. Il a été initié, reçu franc-maçon le 4 novembre 1752 à la Lodge of Fredericksburg. Il a 20 ans à l'époque. Il restera un franc-maçon assidu toute sa vie. Après la guerre d'indépendance, il se retire à Mount Vernon, et d'ailleurs il veut créer après l'ordre des Cincinnatus parce qu'il veut ressembler à Lucius Quincius Cincinnatus, qui après avoir gagné des batailles s'est retiré chez lui. Il veut faire pareil. Donc Mount Vernon, c'est la maison de George Washington, sa plantation. Je vous passe hein, après la mort, etc. Et je voudrais vous parler d'un moment assez important, c'est la pose de la première pierre du Capitole.
Alors le Capitole, c'est quoi aux États-Unis? C'est à Washington. C'est le bâtiment avec un grand dôme au milieu où il y a à la fois le Sénat d'un côté et la Chambre des représentants de l'autre, c'est-à-dire les sénateurs et les députés, pour faire simple, pour essayer de parler un peu français. Parce que plusieurs villes avaient servi de siège au gouvernement américain avant la ville de Washington, parce qu'évidemment, la ville de Washington s'est appelée Washington qu'après la mort de Washington. Et le site a été choisi par un ingénieur français qui s'appelle Pierre-Charles L'Enfant, hein, et la butte sur laquelle il l'a voulu s'appelle Jenkins Hill, qui était une colline qui surplombe de 27 mètres le Potomac, la grande rivière de Washington. D'ailleurs, c'est cette rivière qui sépare les États du Nord et les États du Sud, après, hein, pour dire, voilà, c'est très proche. Washington, c'est d'un côté le Nord, mais tout de suite après, la Virginie et le Sud, puisque ce sont tous des Virginiens, George Washington ou Thomas Jefferson, après lui. Alors, le 18 septembre 1793, George Washington, président des États-Unis, pose la première pierre du Capitole. Et comment il pose la première pierre du Capitole? Je vais voir ça parce que je l'ai acheté au George Washington National Masonic Memorial, parce qu'il y a aux États-Unis un George Washington, un mémorial maçonnique national du nom de George Washington. Voilà, et je vais vous faire, c'est un petit tapis de souris, c'est rigolo, parce qu'on peut tout acheter aux États-Unis. Et donc c'est George Washington qui pose la première pierre du Capitole, et il le pose évidemment, comme vous l'avez vu, en habit maçonnique avec l'ensemble des frères de la Grande Loge, on peut dire de Washington à l'époque, mais voilà, de la loge. Et Gonzague Saint-Brie, dans son livre consacré à Lafayette, que notre ami Jean-Pierre Thomas connaît bien, ce livre de Gonzague Saint-Brie, il raconte l'événement, Saint-Brice, et il dit « Adrienne, son épouse, donc l'épouse de Lafayette, brode de ses mains le tablier maçonnique que George Washington portera le jour de la pose de la première pierre du Capitole, 18 septembre 1793, on vient d'en parler, dans la ville qui allait devenir la capitale fédérale de la nouvelle nation. On peut voir encore aujourd'hui ce tablier exposé dans le musée de la Grande Loge de Pennsylvanie à Philadelphie. » Alors je ne sais pas lequel est le vrai ou pas, mais dans le George Washington Masonic Memorial, vous avez également le tablier de George Washington avec lequel il a posé la première pierre du Capitole. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur le Capitole, le dôme du Capitole, etc. Non, je vais pas aller beaucoup plus loin parce que ça nous emmènerait beaucoup trop loin. Et je vais vous parler maintenant d'un deuxième personnage qui est vraiment important, qui est Benjamin Franklin. Et Benjamin Franklin, il est... Alors, bon, c'est un homme de génie, hein, c'est un inventeur, c'est un imprimeur, c'est un éditeur, c'est un écrivain, c'est un naturaliste. C'est un homme politique américain. Il se fait connaître en éditant l'almanach du bonhomme Richard pour Poor Richard's Almanac. C'est le seul à être le signataire des 3 textes dont je vous ai parlé tout à l'heure, la Déclaration d'indépendance, le Traité de Paris et la Constitution. Il est reçu au sein de la loge St. John. Il donc était de la Grande Loge des Modernes, avant de revenir après. Il est élevé il est initié en 31. Alors, en février 31, il est apprenti. Le 24 juin 31, il est déjà maître. Et en 34, il est grand maître de la Grande Loge de Pennsylvanie. Vous voyez que ça allait un peu vite à l'époque. En 1756, il est membre de la Royal Society. En 69, il est élu président de la Société américaine de philosophie. En 1772, il est élu à l'Académie des sciences de Paris. Et il est à Paris l'ambassadeur de ce qui allait devenir la nouvelle République ou les États qui allaient s'unir d'Amérique, des colonies américaines. Et lors de son séjour à Paris, il s'affilie à la célèbre loge des 9 Sœurs du Grand Orient de France, où il assiste à l'initiation de Voltaire. Et puis il devient vénérable maître de cette loge du 21 mai 1779 jusqu'en 1781. Et George Washington restera
un maçon très assidu et très actif pendant sa longue vie maçonnique qui durera 60 ans. Alors, peut-être pour en terminer sur cette première partie, en terminer avec les Américains. Les Américains, c'est Lafayette, c'est Rochambeau, c'est Larourie, c'est ces Français qui sont venus aider les Américains dans leur guerre d'indépendance. Alors évidemment, le plus célèbre d'entre eux, Gilbert du Motier, marquis de Lafayette, dit Lafayette, né le 6 septembre 1757 et mort le 20 mai 1834 à Paris, dans une vie longue. Il est initié à la loge militaire Saint-Jean de la Vraie Vertu. Ensuite, il sera affilié à la Candeur à Paris. Et puis, il va rejoindre les États-Unis et lors de son voyage, parce qu'il va revenir après, quelques années avant sa mort, aux États-Unis dans un voyage triomphal, il dit que, je cite Lafayette, il dit « Après que je fus entré dans la maçonnerie américaine », donc il va évidemment en loge en Amérique quand il fait la guerre, le général Washington sembla avoir reçu une illumination depuis ce moment, depuis qu'il est rentré dans la maçonnerie américaine. Je n'eus plus jamais l'occasion de douter de son entière confiance, et peu après, je reçus un commandement en chef fort important. Alors à cette époque, Lafayette est affilié à l'Union américaine, dont le vénérable maître est George Washington, puisqu'il a créé quand même plusieurs loges après la loge of Fredericksburg. Et puis, de retour à Paris, après la guerre d'indépendance, il s'affilie le 24 juin 1782 à la loge Saint-Jean d'Écosse du contrat social. Nous verrons qu'elle aura un rôle en 1804 lorsque De Grasty y arrivera, mais c'est une autre histoire. En 1825, donc quand il fait son voyage triomphal en 1824-1825, il pose la première pierre d'un édifice commémorant la bataille de Bunker Hill, vous savez, où est mort Joseph Warren, le 17 juin 1775. Et puis, depuis sa mort, depuis 1834, le jour de la fête nationale américaine, le 4 juillet, l'ambassadeur américain à Paris vient déposer des fleurs sur la tombe de Lafayette. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que 600 lieues s'appellent Lafayette aux USA et que 44 villes et 7 comtés portent le nom de Lafayette. Alors, je voulais vous parler, mais je ne vous parlerai pas vraiment, parce qu'il n'était pas franc-maçon, de quelqu'un qui a beaucoup compté, qui s'appelle Thomas Jefferson, qui a eu un rôle extrêmement important, puisqu'il a succédé à Benjamin Franklin à Paris, et puis il sera président des États-Unis un peu après George Washington. Et juste pour vous parler, avant de conclure cette première partie sur la franc-maçonnerie américaine, vous citez un certain nombre de présidents des États-Unis qui sont francs-maçons. Le premier, évidemment, George Washington de la Lodge of Fredericksburg, James Monroe de la Williamsburg Lodge numéro 6 de Virginie, Andrew Jackson, qui a été grand maître 1822-24 de la Grande Loge du Tennessee, membre de la Loge Harmony Lodge numéro 1, number 1, James Polk, qui a été membre de la Columbia Lodge numéro 31 dans le Tennessee, David Hutchinson, qui était membre de la Plate Lodge numéro 56, James Buchanan, qui est membre de la loge numéro 43 de la Pennsylvanie, Andrew Jackson de la Greenville Lodge numéro 119 du Tennessee, James Garfield, qui est membre de la Magnolia Lodge, c'est beau, c'est numéro 20 dans l'Ohio, William McKinley, qui est membre de la Hiram Lodge numéro 21 de Virginie. Bon, celui qu'on connaît aussi, un de ceux qu'on connaît mieux, Theodore Roosevelt, qui est membre de la Matincock Lodge numéro 86 d'Oyster Bay. William Taft, qui a été affilié à la Kilwilling Lodge numéro 356 dans l'Ohio. Warren Harding, membre de la Marion Lodge numéro 70 dans l'Ohio. Alors celui qu'on connaît bien aussi, puisqu'il a été le pendant de son oncle pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est Franklin Delano Roosevelt, qui est membre de la Holland Lodge numéro 8 de New York. Harry Truman, qui est membre de la Belton Lodge numéro 450. Lyndon Johnson, qui était membre de la Johnson City Lodge numéro 561 au Texas. Et enfin, le dernier président des États-Unis à avoir été franc-maçon, Gerald Ford, qui était membre de la Columbia Lodge numéro 3. Voilà, donc sur les 45 présidents américains, 16
ont été francs-maçons. Et sur les présidents américains, hein, en dehors du fait qu'ils étaient francs-maçons ou pas, 9 n'ont pas terminé leur mandat, pensez à Abraham Lincoln, et ont été remplacés par leur vice-président, hein, comme Kennedy par Lyndon Johnson. 8 sont décédés durant leur mandat et 4 ont été assassinés. Eh bien voilà, je vais en terminer par là. On a vu les débuts de la franc-maçonnerie américaine, on a vu ce grand moment qui était la guerre d'indépendance, et vous comprendrez que eh bien, la franc-maçonnerie, dès le départ, a été un des organes ou une des organisations constitutives de la vie démocratique, intellectuelle, des idées et politique des États-Unis. Et nous verrons dans un tout prochain épisode que tout va s'effondrer quelques années plus tard, en 1826, et nous reprendrons la deuxième partie de la franc-maçonnerie en Amérique, de la franc-maçonnerie américaine, avec l'affaire Morgan de 1826. Alors, à bientôt pour un nouvel épisode de la franc-maçonnerie américaine qui commencera par l'affaire Morgan. Merci à toutes et à tous.